Salut à toutes et à tous, de retour sous le cagnard d'Aix-en-Provence, toujours depuis les rencontres économiques. Et aujourd'hui, nous recevons Pervenche Berès. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne, vous avez été présidente notamment du groupe socialiste, vous avez également été présidente de commission. C'est une institution que vous connaissez bien, le Parlement européen, puis les questions européennes d'une manière générale. Et les questions européennes, les gens qui regardent Acropolis en ont beaucoup entendu parler via l'émission L'Europe, 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 mais aussi pendant tout le débat présidentiel. C'était un débat très européen, le débat présidentiel en France. Comment vous l'avez vécu, vous? Bonjour, d'abord merci de me recevoir à Acropolis, bravo pour le travail que vous faites. Non, moi je suis très contente que l'Europe était au cœur de cette campagne et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là parce que après la campagne il faut la mise en œuvre. C'est vrai que Mme Le Pen a renoncé à l'abandon de l'euro, ça dit quelque chose sur l'attachement finalement des Français à cette monnaie qui est un élément fort de la construction européenne. Mais elle a fait par ailleurs campagne sur des thèmes très protectionnistes, très anxiogènes vis-à-vis de l'Europe. Mais vous diriez que l'idée européenne a progressé pendant cette campagne? En tout cas, le président Macron a reçu un mandat européen. Oui, et il l'a rendu, et il a fait une campagne. Moi, je n'ai pas partagé du tout l'ensemble de ces thèmes de campagne, mais reconnaissons qu'il a voulu conjuguer une vision de l'avenir de la France avec l'engagement européen. Et le meilleur symbole de ça, c'est évidemment l'hymne à la joie le soir de son élection. Qui a retenti le soir de son élection, c'est vrai. Et qui a provoqué chez nos partenaires une très grande fierté. Hein. D'accord. Ça a été bien vu à l'étranger. Nous, on l'a vu très en France. Et... Oui, mais parfois, il faut regarder aussi le regard que les étrangers justement, ça m'intéresse, du coup, je vous pose la question. Sur la France. D'accord. Et ça a été très bien vu. Après, c'est un chantier immense avec beaucoup de défis. J'imagine qu'on va en parler. Bah oui, évidemment. Mais il faut s'y engager avec détermination. Comment est-ce qu'on peut démocratiser l'Europe ? Si tant est que ce soit possible et enviable, je ne sais pas si vous partagez cette idée de démocratiser l'Europe, mais comment on pourrait faire ? Le Parlement européen est une enceinte démocratique élu au suffrage universel par l'ensemble des Français qui participent à l'élection. Mais c'est vrai qu'il y a des défis majeurs, et notamment dans les domaines de mon expertise, qui est celui de la politique économique. On ne peut pas avoir des budgets des États membres qui sont surdéterminés par un débat européen qui est mené dans les conciliabules de l'Eurogroupe ou du Conseil des ministres des Finances. Ça, c'est une chose qui doit s'arrêter. Et d'ailleurs, au-delà de ça, lorsque l'Union européenne intervient dans un pays en crise, comme au Portugal il y a quelques années, ou toujours la Grèce, c'est un engagement qui est fait sans débat sur la nature du mandat qui est porté par les institutions européennes. Ça ne peut pas exister en démocratie. Donc il faut un débat européen, il faut un lien plus fort entre les Européens et leurs institutions. Oui, et puis il faut un pouvoir plus fort des institutions, là où la réalité du pouvoir s'organise. Alors à propos de pouvoir des institutions, vous avez parlé de l'euro tout à l'heure. Emmanuel Macron a proposé la création d'un parlement de la zone euro. Alors je rappelle, pour ceux qui nous regardent, que l'Union européenne fonctionne avec son parlement, ses institutions, sa commission. Mais au sein de l'Union européenne, il y a aussi l'eurozone, comme on dit, la zone euro, qui sont les pays membres qui partagent la monnaie euro. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre de la démocratie parlementaire au sein de la gestion de la monnaie commune ? Il y a déjà des éléments de démocratie, hein. On n'est pas tout à fait dans un système adémocratique, mais il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin parce que il faut qu'on ait plus de moyens de profiter tous ensemble de l'euro. Et donc, il faut parfaire l'euro. Et les prochaines étapes pour parfaire l'euro, c'est par exemple d'avoir un budget de la zone euro. Et qui dit budget d'un espace suppose contrôle parlementaire. Donc, l'un ne pourra pas aller sans l'autre. Mais qui dit budget dit politique commune, du coup, politique économique de la zone euro ? On avait même parlé d'un ministre commun de la zone euro de l'économie. Je crois que tout ça fait partie des propositions qu'il faut porter avec la réforme dans chacun des États membres, bien sûr, pour que chacun soit armé pour faire face aux défis qui sont ceux de demain. Mais on a besoin, vous savez, quand on a fait l'Union économique et monétaire, on a une politique monétaire qui est totalement intégrée, totalement fédérale. Et la politique économique, elle dépendait de chaque État membre. Et on a dit, bah oui, mais puisqu'on a la même monnaie, il va falloir coordonner. D'accord. Et la coordination, finalement, ça ne marche pas terrible. Ça marche pas très bien. Bon, alors une fois qu'on a reconnu ça... Donc d'une certaine manière, le verre était dans le fruit depuis le début, on n'est pas allé au bout. Il aurait fallu en fait créer une monnaie, créer
créer une politique commune d'entrée de jeu peut-être. On a fait la méthode européenne, c'est-à-dire une méthode des petits pas. Oui. Et on a vécu dans une ambiguïté créatrice jusqu'au moment où on touche les limites de cette ambiguïté créatrice. Et c'est le moment, je crois, dans lequel nous sommes. D'accord. À propos de petits pas, il y a un autre sujet qui avance à tout petits pas depuis très longtemps, c'est la question de la défense. La question de la défense qui devient de plus en plus prégnant avec l'actualité en Syrie, au Sahel également. Quel est l'avenir pour vous de ce débat? Vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Je crois que ça fera partie de la grande négociation franco-allemande qui s'engage et ça fait partie des atouts incontestables de la France. Aujourd'hui, après le Brexit, la France est le seul pays à avoir une véritable politique de défense. Ça fait partie de ces atouts dans la négociation. Parce qu'on sait que l'Allemagne est plutôt frileuse sur l'idée que l'Europe est une politique de défense. On sait que la France, on l'a vu ces dernières années, est plutôt engagée à l'étranger. Vous pensez que Merkel et Macron... C'est un thème qui fait débat en Allemagne. Hein. C'est vrai, d'accord. C'est directement au cœur de la campagne électorale, avec des vues différentes. Donc ça peut bouger, on peut voir des... Moi, je pense qu'il peut y avoir des évolutions, parce que la question du terrorisme ne peut pas être réglée que par une amélioration de la lutte contre le trafic des armes et des circulations des terroristes au sein de l'espace de Schengen. Il y a une donnée extérieure qui est clairement là. D'accord. On a vu aussi on voit toujours malheureusement des drames humains se nouer en Europe ou aux portes de l'Europe. Je pense à la crise des réfugiés qui continue à mourir en Méditerranée. Il ne faut pas dire la crise des réfugiés. Il faut dire l'afflux de réfugiés. L'afflux de réfugiés, d'accord. L'afflux de réfugiés et les persécutions d'homosexuels en Tchétchénie, ces deux exemples récents. On n'a pas un peu l'impression que l'Europe est impuissante face à ces défis? Elle ne peut pas rester impuissante et elle doit parler d'une voix. Et je crois que la question de savoir comment est-ce que l'Europe défend ses valeurs est une question absolument essentielle. Vous savez, la caractéristique de l'Europe à l'échelle mondiale, c'est quand même d'être un espace d'une profonde démocratie. Et donc l'Europe, pour se défendre elle-même, pour que chacun de ses États membres puisse se défendre, doit défendre les valeurs démocratiques. Et donc la question des droits des homosexuels en Tchétchénie est évidemment une question sur laquelle nous devons nous mobiliser. Sur la question des migrations, il y a eu la question grecque qui a été traitée de manière plus ou moins satisfaisante. Aujourd'hui, avec la reprise des flux migratoires entre la Libye et l'Italie, la question de la frontière entre la France et l'Italie est posée. Et c'est vrai que là, le président Macron est devant un vrai défi, parce que nos amis italiens qui sont en première ligne attendent des signes de solidarité qui, je crois, leur sont dus. D'accord. Vous parliez d'espace de démocratie. Le Parlement européen est le meilleur exemple, vous le disiez tout à l'heure, de la démocratie européenne, avec toutes ses imperfections, mais elle est là. On a vu au Parlement français une vague de nouveaux élus arriver, les fameux En Marche. On a parlé de société civile, on a parlé de renouvellement, de parité, etc. Vous pensez qu'une telle vague peut arriver au Parlement européen aussi? Je ne peux pas vous dire. Hein. C'est dans 2 ans, dans le calendrier politique, c'est très dans long. Une éternité, mais d'accord. C'est quelque chose que vous souhaitez, un renouvellement au niveau du Parlement européen? Moi, je souhaite qu'il y ait un parti socialiste bien représenté au Parlement européen, parce que je pense que, y compris pour que le président Macron réussisse, il a besoin d'interlocuteurs socialistes forts. D'accord. Et c'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle européenne. D'accord. Pourquoi est-ce que vous venez ici aux rencontres économiques à Aix-en-Provence? Qu'est-ce que vous venez chercher et rencontrer? C'est un formidable moment d'échange, hein, parce que se mêlent des académiques, des entreprises, des responsables politiques. Et il y a une densité, un peu comme un séminaire sur 3 jours, qui permet de croiser les regards, les disciplines, et qui fait qu'on apprend beaucoup. Et puis moi-même, je porte mon propre message. Que vous êtes venu défendre ici à plusieurs... Et je défendrai, dans cette session, je participe à un débat sur l'euro et la création de richesses. Je crois que c'est un sujet qui, d'une certaine manière, quand même intéresse beaucoup les Français. C'est vrai. Et d'ailleurs, une dernière question peut-être un peu ouverte pour finir. Hier, on a commenté ensemble une table ronde, une session sur une question intéressante. Le monde progresse-t-il? D'après vous, Pervenche Berès, est-ce qu'on peut dire que le monde progresse? Par rapport à quand? Sur quels critères?
l'économie chinoise, brésilienne, indienne émerge d'une situation où ils étaient considérés comme des pays sous-développés. C'est un progrès manifeste. La question aussi, c'est qu'est-ce que vous mettez comme curseur du progrès? Si le progrès, c'est la croissance, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui, moi, va m'omnubiler. Parce que je ne crois que derrière l'enjeu de la croissance doit être posée celle du développement soutenable et donc du respect par chacun de l'engagement pris lors de la conférence de Paris pour que nos économies contribuent à ne pas augmenter de plus de 2 degrés la température de la planète. Donc ça, c'est un premier élément. Pour moi, le progrès dans les années à venir, il se jugera à l'aune de la capacité à contribuer à ça, au respect du moins 2 degrés dans le réchauffement climatique, et puis à la réduction des inégalités. Car sinon, il n'y aura pas de progrès. D'accord. Merci beaucoup, Pervenche Berès, d'avoir accepté notre invitation. On continue ce débat sur toutes ces questions, monnaie, défense, Europe, démocratie au sein de l'Union européenne. C'est des débats qu'on va suivre ensemble pendant les années qui viennent sur Acropolis. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci.